l'industrie du vin, nous avons ce que nous appelons couramment des bons clients. Par là, j'entends des vignerons qui, si vous voulez écrire un papier ou un livre, réaliser un reportage, voire même, soyons fous, un documentaire sur eux, seront toujours prêts à vous ouvrir en grand leurs portes. Me vient instantanément en tête l'emblématique Hubert de Boire, propriétaire d'Angélus, tout fier de présenter pour le reportage Vino Business d'Isabelle Saporta son carillon flambant neuf pouvant jouer les hymnes de 33 pays. Non mais sans déconner, son petit sourire de fierté là, à chaque fois, il me détruit de rire. Pas mal, non? Mais j'aurais tout aussi bien pu vous parler de Michel Chapoutier. Bonjour, je suis Michel Chapoutier, Bonjour, je suis Troy McClure. défenseur de la concupiscence gustative entre le vin et la gastronomie. D'Aubert de Vilaine, de Gérard Bertrand, de Loïc Pasquet, de Nicolas Joly et de tout un tas d'autres gloires du vin qui n'aura jamais l'occasion d'un micro tendu ou d'une demande d'interview. Et puis à l'inverse, il y a les taiseux, les discrets, ceux et celles pour lesquels il va falloir faire des pieds et des mains pour avoir ne serait-ce que l'entre-ouverture d'un début de réponse. Pétrus fait partie de cela. Et pourtant, même si cette propriété n'a jamais cherché la lumière, vous en avez forcément entendu parler. Pétrus, à Bordeaux, c'est comme la Romanée Conti pour la Bourgogne. C'est LE domaine le plus iconique, recherché, convoité, mythifié, blablabla. Ouais, ok, Cheval Blanc, Aubryon, Laffitte, Ozone, Margaux, tout ça. Mais non, des os pas des os, Pétrus, c'est LA légende de Bordeaux. De Pomerol, pour être plus précis. Mais on y reviendra. Sauf que, comme expliqué précédemment, tout aussi mondialement renommé que soit Pétrus, le peu d'informations disponibles à son sujet a été un véritable frein à la rédaction de ce script. On parle tout de même d'une institution qui ne donne des interviews qu'au compte-gouttes, qui ne possède même pas de site internet, et à propos de laquelle aucun livre publié par un éditeur reconnu dans le vin comme Duno ou Ferré n'a été consacré. Et si j'apporte cette précision sur la maison d'édition, c'est parce que la source d'information principale qui m'a permis de réaliser cet épisode n'est autre qu'un e-book auto-édité de 2021, disponible uniquement sur le grand méchant Amazon et rédigé par Christophe Choisy. Alors, certes, la biographie de ce monsieur nous apprend qu'il est consultant en marketing du vin, ancien négociant et propriétaire viticulteur dans le Saint-Émilionnais, ce qui est tout de même déjà une base assez solide. Mais peut-on faire confiance à un livre dont le titre est rédigé avec une délicieuse police d'écriture Schalk Duster ? Plus sérieusement, comme je n'aime pas dire de bêtises ou faire de la désinformation, je dois bien reconnaître que ce manque de diversité et de pluralité des sources me chagrinait un brin. Et puis, en surfant sur la chaîne de la Cité du Vin de Bordeaux, je suis tombé sur cette fabuleuse interview de Jean-Claude Berrouet, qui n'est autre que l'homme qui a vinifié 44 millésimes de Pétrus. Excusez du peu. Alors, si vous êtes un geek du vin, je ne peux que vous enjoindre à aller visionner celle-ci, tant j'ai trouvé ce monsieur touchant. Jean-Claude Berrouet étant un érudit doublé d'un homme de science et de lettres avec une vraie sensibilité et, clairement, il m'a ému. Sa petite heure d'entretien ayant filé très rapidement pour moi. J'ai aussi et surtout pu constater que ses déclarations correspondaient avec celles de l'e-book de Monsieur Choisy, ainsi ai-je décidé de m'appuyer sur celui-ci pour vous parler du mythe Pétrus. Et pour mieux appréhender le tour de force que va réaliser la propriété au sortir de la guerre, il va falloir se remettre dans le contexte de l'époque. Alors, je ne vais pas vous refaire tout un cours magistral sur l'histoire de la région, vu que j'en ai déjà longuement parlé dans mon dernier épisode « Pourquoi le vignoble de Bordeaux est-il en crise ?», mais comme je l'expliquais déjà dans celui-ci, le vignoble de Bordeaux est un vignoble profondément bourgeois/aristocratique, et l'épicentre de sa renommée mondiale ne fut autre que le Médoc. En effet, cette ex-région marécageuse sortie des flots par l'élite économique bordelaise va devenir la référence des grands vins de Bordeaux. Son aura internationale, elle va notamment l'asseoir grâce au classement de 1855. Un classement établi, comme son nom l'indique, en 1855, dans le cadre de l'exposition universelle de Paris et visant à classer par ordre de prix les plus grands châteaux du Médoc en rouge et ceux de Sauternes/Barsac pour les blancs liquoreux. Mais comme les blancs ne sont pas le sujet du jour, sachez juste que 57 châteaux du Médoc en rouge furent classés d'un rang allant de premier cru classé à 5e cru.
Ce classement va avoir un impact tel que le Médoc va consolider sa réputation de nouveau sous-vignoble d'élite de la Gironde et va lui donner une dimension incomparable dans l'univers des grands vins de la région. Il sera aussi l'un des accélérateurs du développement de la fameuse place de Bordeaux. Alors, la place bordelaise n'est pas un lieu physique matérialisé par je ne sais quel monument. C'est un système de vente anticipée de grands crus aux aires de place financière. Dit ainsi, je conçois parfaitement que cela puisse paraître un brin barbare, donc pour vulgariser et faire ultra simple, je vous dirai que les grands crus bordelais ne possèdent pas de force commerciale propre. Ils proposent leurs vins à des courtiers et des négociants qui auront pour mission, via un système de vente en primeur / de vente par anticipation, et via le jeu des tractations commerciales mondiales, de revendre les bouteilles des différents domaines. Pour les grands crus, cette organisation, c'est tout bénef. Une fixation des prix relativement autonome par le jeu de l'offre et de la demande, de la trésorerie instantanée avant même que les vins aient fini leur élevage complet, et une distribution sans frais par le négoce de la place bordelaise. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que pour les grands domaines, le château s'occupe juste de la vinification et c'est ensuite aux courtiers et aux négociants qu'il incombe la tâche de la commercialisation auprès des clients professionnels. Distributeurs, GMS, cavistes, restaurateurs, sites internet, grands acheteurs particuliers, etc. Et ce système, qui prend ses origines au XVIIIe siècle, a connu un très fort développement grâce au prestige des grands crus classés en 1855 du Médoc, dont la renommée était telle que les négociants se battaient, et se battent aujourd'hui encore, pour en proposer. Fort de ce succès commercial et d'estime, une autre sous-région de la rive gauche de la Garonne s'est dit « C'est quand même vachement bien votre classement de 1855 là !» Et comme dans celui-ci, il y a une exception en premier cru qu'est le château Aubryon, et que justement, le château Aubryon, il est dans notre sous-région qu'est les Graves, et qu'on aimerait bien nous aussi que la place de Bordeaux s'intéresse un peu plus à nous, on va aussi créer notre classement. Et c'est ainsi que naquit officiellement en 1953 le classement des Graves. Sur la rive droite de la Dordogne, il y a une autre région au prestige certes plus tardif, mais qui propose des vins à dominante merlot parmi les plus qualitatifs au monde, qui s'est dit « ça serait peut-être bien qu'on élabore aussi notre classement, histoire de valoriser notre fabuleux patrimoine viticole. Ah, et tiens, la place bordelaise, c'est pas que tu ne présentes aucun intérêt pour nous, mais appel de phare, appel de phare. » Et c'est ainsi qu'advint en 1969 le classement des vins de Saint-Émilion. Et puis, collé au nord-ouest de Saint-Émilion, il y a nos bons gros paysans de Pomerol, et c'est ici que commence enfin notre histoire à propos de Pétrus. Désolé pour cette introduction bien trop longue, mais vous verrez, cette mise au point sur les classements et sur l'attractivité qu'ils créèrent pour la place de Bordeaux était absolument indispensable pour mieux appréhender le tour de force réalisé par la propriété. Alors, si j'ai traité les vignerons de Pomerol de bons gros paysans, rassurez-vous, ça n'a rien de discriminant, au contraire, c'est même affectueux. Mais disons que, comparé à la démonstrativité des propriétés du Médoc, ou même de son appellation mitoyenne qu'est Saint-Émilion, Pomerol a toujours fait un peu office de petit pousset, ne serait-ce qu'en termes de surface viticole. Si je m'en tiens aux chiffres officiels, aujourd'hui Saint-Émilion, c'est 5450 hectares pour 700 vignerons, soit des exploitations de 7,78 hectares en moyenne, alors qu'à Pomerol, c'est 813 hectares pour 138 vignerons, soit 5,89 hectares en moyenne. Et si Pomerol est peuplé de petits domaines, cela tient aussi de son histoire miséricordieuse, intimement liée à la chrétienté. Pomerol la pieuse, oserais-je même dire, puisqu'après les Romains, ce furent les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem qui cultivèrent la vigne de cette paroisse. Les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle qui suivaient l'itinéraire traditionnel, trouvant en ces lieux hospitalité et réconfort. Et si vous êtes d'ailleurs toujours demandé pourquoi nombre de domaines étaient baptisés avec des noms en lien avec le christianisme, comme Château l'Évangile, Clos l'Église, Château l'Église Clinée, ou encore Château la Croix Saint-Georges, vous avez votre réponse. D'ailleurs, même Pétrus vient de l'emblématique apôtre Saint-Pierre, dont le nom latin était Pétrus. Et Pomerol, à la fin du 19e siècle, c'est un terroir qui est clairement dans l'ombre de Saint-Émilion. Je m'en réfère au Cox and Ferret,
Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite, dont la plus vieille édition disponible sur la Bibliothèque nationale française, datée de 1898, nous dit à propos de Pomerol, vin très recherché, surtout depuis quelques années, bien coloré, corsé, moins capiteux et alcoolique que ceux de Saint-Émilion, mais plus moelleux, plus coulant et plus vite buvable. Par leur bouquet et leur saveur délicate, ils tiennent le milieu entre le vin de Saint-Émilion et ceux des 3e ou 2e crus classés du Médoc. Et à propos de celui qu'on appelle encore à l'époque Château Pétrus, le guide dit que ses prix sont aussi élevés que ceux accordés au 2e grand cru du Médoc. Si je prends les prix primeurs de la dernière campagne, un 2e grand cru du Médoc, comme Château-Léoville-Lascaz 2023, c'est 195 €. Cos d'Estournel, 160 €, Château Pichon-Baron, 148 €, Château Gruau-Larose, 84 €. Bref, grosso modo, le montant va d'une petite centaine d'euros à 200 balles. Or, on ne connaît pas encore le tarif de Pétrus 2023, car il n'a pas été dévoilé, mais on devrait être autour des 3000-3500 € minimum. Mais du coup, qu'est-ce qui peut bien expliquer une telle différence de prix ? Eh bien, peut-être une domination claire et impitoyable sur le classement des vins de Pomerol. Les classements étant, comme vu précédemment, un fabuleux outil de valorisation du savoir-faire et de la production. En effet, un peu avant la moitié du XXe siècle, le gouvernement d'alors concocta un classement dit d'homologation des vins de Gironde selon la législation des prix et visant à imposer un prix plafond des vins du département. Dans le village de Pomerol, c'est clairement Pétrus qui dominait la hiérarchie, suivi de Certan, la Conseillante ou l'Évangile. Pour rappel, à cette époque, seul le Médoc possédait un classement, et si vous en créiez un sur la rive droite, vous aviez ce First Mover Advantage, ou avantage du premier entrant, dans la langue de Jean-Pierre Chevènement. Le seul petit souci, c'est que ce document d'homologation des vins de Gironde, qui devait servir de base à un classement de Pomerol, a été édicté par le régime de Vichy, et que si pendant très longtemps il n'a été qu'une légende urbaine, Jean Valmy-Nicolas, le copropriétaire du fameux château La Conseillante, déclarait en mars 2016 à la revue du Vin de France qu'il avait été horrifié de découvrir, en rangeant les papiers de son père, ce classement des crus de Pomerol imprimé avec la croix gammée et l'aigle nazi. Ainsi, les propriétés ne voulant pas être associées aux exactions du sinistre gouvernement de la collaboration, eh bien ce document restera à jamais dans les limbes. Ce qui, dans une ère d'après-guerre, est bien évidemment mais amplement compréhensible, mais fort regrettable commercialement parlant. Difficile d'attirer les négociants de la place d'alors dans un vignoble à la réputation un brin archaïque et artisanale, en comparaison notamment du prestige et du clinquant du Médoc. Et pourtant, le succès de Pétrus va venir d'une association, d'un dragon à 2 têtes, composé de Marie-Louise Edmond-Loubat, dit Madame Edmond-Loubat, mais culture de la discrétion de Pétrus oblige, j'ai été bien incapable de vous en dénicher ne serait-ce qu'une seule photo, donc à la place, j'ai décidé de vous mettre Carole Rousseau en égérie, et de Jean-Pierre Moueix. La première va, de 1922 à la fin de la guerre, acquérir petit à petit toutes les parts de la société civile immobilière du château Pétrus. Consciente du potentiel de son poulain et pétrie d'ambition, elle désirait faire de son nouveau joyau la référence des vins de la rive droite. Cependant, comme évoqué précédemment, à cette époque, Pétrus ne tutoie pas encore les sommets et l'appellation Pomerol est mal représentée sur la place. Les négociants préférant se concentrer sur des vins plus rémunérateurs et en vogue, en l'occurrence ceux du Médoc et plus généralement ceux de la rive gauche. Ne pouvant se tourner vers la place, Madame Loubat va, dès 1943, décider de donner sa chance à un jeune loup au croc acéré, le marchand de vin Jean-Pierre Moueix. Homme érudit et discret, ce Corrézien d'origine fuira toute sa vie le strass et les paillettes de l'industrie. Le strass et les paillettes. Son parcours, il le construira à la dure, notamment via une activité commerciale de porte-à-porte, une tradition commerciale corrézienne d'alors, et choisira le nord de la France et la Belgique comme terrain de jeu. Et d'où le fait qu'historiquement, la Belgique soit l'un des marchés d'export rois de Pétrus. Cependant, son coup de maître adviendra en 1945. Au sortir de la guerre, Jean-Pierre s'envolera pour la grosse pomme avec des échantillons de vin de Saint-Émilion et de Pomerol plein la soute. En effet, celui-ci ayant parfaitement conscience que les stocks de vin français exportés aux USA
était épuisé du fait de la longue occupation allemande. Et grâce à un habile jeu de réseautage avec les importateurs américains ainsi qu'une réactivité sans équivoque, il réussit très rapidement à conquérir ce marché phare. Heureuse et satisfaite de l'étroite collaboration mise en place avec Jean-Pierre Moueix dès 1943, Madame Louba décidera en 1947 de lui accorder la distribution exclusive de Pétrus en posant une seule et unique condition: que Pétrus ne soit jamais vendu en dessous de l'iconique Saint-Émilion Grand Cru et alors plus réputé des vins de la rive droite qu'est le château Cheval Blanc. Comme quoi, les guéguerres d'égo débiles, c'est pas exclusif à mon sexe. 1947 sera aussi l'année où Pétrus entrera en grande pompe à la table des Windsor, et cela pour les fiançailles d'Élisabeth II, lui permettant ainsi de gagner du galon et du prestige. Et puis c'est à peu près tout pour l'histoire marketing de Pétrus. Ouais, je suis désolé. Moi le premier, j'aurais aimé vous raconter, comme pour mon épisode sur la Romanée Conti, l'histoire d'un prince bringueur qui ne vinifiait son vin que pour le déguster exclusivement avec les plus grandes têtes couronnées d'Europe. Ou même encore, j'aurais adoré vous présenter le portrait d'une femme iconique et battante comme Joséphine Sauvage d'Yquem, au destin aussi héroïque que tragique. Mais rien de tout ça. Marie-Louise Louba est décédée en 1961 et, les décennies suivantes, Jean-Pierre Moueix va petit à petit racheter les parts de Pétrus, parfois dans des tractations commerciales douloureuses, aux héritiers de Madame Louba pour en devenir pleinement propriétaire au début des années 2000. Et ouais, Pétrus, au final, c'est l'éloge de la banalité. En 3 mots, discrétion, artisanat, terroir. En effet, si un adage collait parfaitement à Pétrus et plus généralement à Pomerol, ce serait « pour vivre heureux, vivons cachés ». Et c'est notamment pour cela que Pomerol est un peu considérée comme la plus bourguignonne des appellations bordelaises. Pétrus n'a jamais été dans le clinquant. Tout au mieux pourrais-je vous dire qu'avant les années 1930, Château Pétrus, devenu Pétrus tout court par la suite, afin d'en accentuer sa singularité et sa différence, affichait ostentatoirement ses quelques médailles d'or glanées au concours de Paris. La propriété n'a jamais été dans la démesure. Avant la refonte du chai en 2012, qui posera les bases d'une certaine révolution de velours de Pétrus, celui-ci était décrit par l'auteur comme minuscule et sans aucune ostentation. Bien loin des carillons du père de Boire. Pas mal, non? Ce qui a fait la grandeur du domaine, c'est son terroir absolument unique. Et comme me l'a si bien dit un jour le vigneron du Beaujolais Grégoire Oppenau, dans notre industrie, c'est comme dans l'immobilier, l'emplacement fait tout. Initialement composé de 6,5 hectares jusqu'en 1969, le domaine s'agrandira de 4,5 hectares cette dite année grâce à l'acquisition de vignes du voisin qu'est le château Gazin. Ou plutôt la réacquisition, puisque un siècle auparavant, elles étaient déjà sous sa coupe. Et la grande spécificité géologique qui couvre près de 90% du domaine et qui a fait la légende de Pétrus, c'est sa fameuse boutonnière argileuse. Alors, vous parlez géologie, mais toujours très complexe. D'une, parce que ce n'est ni mon métier, ni ma formation initiale. Et de deux, parce que pour m'être plongé dans le fabuleux ouvrage Un vin, une roche de Pedro Parra, j'ai compris que plus je m'y intéressais, plus je comprends rien. Et ce consultant d'élite, qui a travaillé notamment pour le domaine Comte Ligier Belair, qui possède le monopole en grand cru de la Romanée, nous explique que les argiles de Pomerol sont rares, et encore plus ceux de Pétrus. En effet, la boutonnière argileuse agit comme une éponge, et, je cite de nouveau l'ouvrage de point de départ de mon épisode, l'argile de Pétrus joue le rôle d'une éponge qui se contracte quand il fait sec et se développe quand il fait humide. L'argile devient alors résistante à l'eau, c'est-à-dire que lorsque le sol est saturé d'eau, les petites croupes peuvent jouer leur rôle pour évacuer l'eau excédentaire. D'un autre côté, le sol a la capacité d'alimenter la plante durant les saisons sèches. Ces argiles très fines sont noires en surface et bleues en dessous, appelées aussi crasses de fer. Ces deux types d'argiles gonflantes vont donc donner la typicité à Pétrus, qui ne déroge pas à la règle de tous les grands terroirs bordelais, qui ne connaissent pas un excès d'eau et ne souffrent pas d'un excès de sécheresse. Ce côté vin de terroir sera accentué par l'encépagement quasi unique du merlot. En effet, si, comme évoqué dans mon dernier épisode à Bordeaux, la tradition est plutôt au vin d'assemblage, chez Pétrus, la donne est différente.
Car si mélange il y a bien de plusieurs parcelles, parmi lesquelles je pourrais vous citer l'enclos, fort, les 12 rangs ou encore la plante du château, pour ce qui concerne son matériel végétal, la propriété est quasi exclusivement plantée du roi Merlot, conférant, là encore, une approche monocépage digne des plus grands noms bourguignons. Et si cela fait 2 fois que je vous mentionne que Pomerol et par extension Pétrus sont très bourguignons dans l'âme, cela se ressent jusque dans leur vinification qui se veulent familiales et sur la délicatesse. En effet, l'un des grands hommes du domaine, dont je vous parlais en introduction, n'est autre que Jean-Claude Berrouet, qui, en 1964, alors âgé de seulement 22 ans, et tout juste sorti de l'Institut d'énologie de Bordeaux, se retrouvera projeté directeur technique de la propriété. C'est donc à lui qu'incombera la lourde charge de vinifier Pétrus. Et il faut croire qu'il s'en sortira plutôt bien, puisqu'il vinifiera un total de 44 millésimes de ce mythe pomerolais, avant de transmettre les rênes techniques à son fils Olivier en 2008. Le secret de ces vinifications ? Aucun. Une vinification traditionnelle basée sur une récolte à juste maturité afin d'éviter de verser dans le cliché du merlot surmûri et confituré ou, à l'inverse, en sous-maturité et donc trop vert et acide. Ayant toujours été contre l'innovation, les fermentations sont plutôt courtes, soit 10 à 12 jours afin d'éviter la surextraction et des tanins trop secs. Fermentation malolactique en cuve plutôt qu'en barrique, et des élevages dans des barriques classiques au grain fin et à la chauffe médium. Bref, aucun tour de passe-passe, juste du traditionnalisme, limite teinté d'une pointe de rusticité, de la sobriété, de la discrétion et un savoir-faire familial. Et au final, c'est peut-être ça son plus grand secret. Celui d'avoir apporté un peu de modestie dans une région qui s'est souvent vautrée dans le luxe, l'opulence et l'arrogance. Celui d'une propriété située au très bon endroit et pilotée par un duo au nez creux qui a compris que cultiver la discrétion tout en jouant la carte de l'authenticité et du peu d'interventionnisme, couplé à une distribution sélective reprenant les codes du luxe, permettrait petit à petit de faire émerger le domaine comme LE phare de Pomerol. In fine, Pétrus, c'est l'excellence de la banalité portée par un terroir absolument unique. La propriété ayant toujours fui Robert Parker, ex-critique et gourou du vin, qui faisait et défaisait les réputations à Bordeaux au milieu des années 2000-2010. Là où toutes ses voisines médocaines faisaient des pieds et des mains pour s'attirer les éloges du père Parker. Le plus bourguignon des crus bordelais, même si, depuis quelques années, il faut bien reconnaître que Pétrus commence à lâcher du lest quant à sa culture de la discrétion. Un chef flambant neuf est sorti de terre en 2012 et, en 2021, le domaine a fait l'actualité viticole de manière assez outrement tapageuse en devenant le premier vin envoyé dans l'espace et vendu aux enchères à un tarif absolument indécent. Et 3 ans auparavant, pour la toute première fois de son histoire, Pétrus ouvrait le capital de son entreprise à un investisseur externe. En l'occurrence, au milliardaire américano-colombien Alejandro Santo Domingo, qui aurait, même si cela n'a jamais été confirmé par la famille Mouex, ingérer la somme de 200 millions d'euros pour s'offrir une partie du mythe. Si le montant s'avérait être vrai, cela valoriserait Pétrus à 1 milliard d'euros et à environ 87 millions l'hectare. Mais du coup, ce monstre sacré de Pomerol, cette icône de la rive droite, ce joyau du patrimoine viticole français qui affole les ventes aux enchères des plus grandes maisons de prestige, à la dégustation, mon bon Loïc, ça vaut quoi ? Tu l'as déjà goûté ? Eh bien... Écoute-moi bien, toi, espèce de petit enculé. Je vous donne rendez-vous dans une semaine, jour pour jour. Vous n'êtes pas prêts. Le monde libre n'est pas prêt.